Un personnage très important de l'histoire de Novick participe avec les 177, donc avec les 176 Français du commando Kieffer, un Novickois qui nous a quittés il y a l'année dernière à l'âge de 106 ans, voici Hubert Faure, qui a donc 30 ans à l'époque. Il est né le 28 mai 1914, avant la Première Guerre mondiale, et il a 30 ans, c'est un des membres les plus âgés du commando Kieffer, c'est un adjoint de Kieffer. Et donc il débarque à l'aube du 6 juin. Ils sont vraiment les premiers, puisque même arrivés dans la nuit au bord des plages normandes, ils me racontent qu'ils croisent, déjà dans leur navire rapide de débarquement, ils dépassent tous les bateaux contenant les dizaines de milliers de soldats américains, canadiens, anglais qui les saluent. Et à un moment, ils arrivent de plus en plus aux avant-postes dans la nuit pour se positionner. Et là, ils croisent les Anglais des commandos qui les saluent et qui leur font signe de passer les premiers pour toucher la terre de France, pour pas que ce soit les Anglais. Voilà, donc il y a ce geste, il s'en souvient. Il me raconte aussi qu'il était prévu qu'il y ait 50% de morts et que malgré tout, ils ont tous accepté leur mission. Il m'a dit, oh, on en a eu un peu moins finalement, on a eu 20% de morts et aussi des blessés. Ils ont perdu quand même pas mal de monde sur les plages, c'était les premiers. Leur mission était de s'emparer, donc pour ceux qui ont vu le jour le plus long, était de s'emparer du casino de Ouistreham qui avait été transformé en camp retranché. Et on voit des scènes dans le jour le plus long, notamment de Kieffer qui détourne, c'est véridique, ils n'arrivaient pas à s'emparer du casino, ils n'avaient pas de char, et en fait Kieffer est allé détourner un char anglais ou américain pour les appuyer, et c'est grâce à ça qu'ils ont pris le fort, et c'est Hubert Faure qui s'est emparé militairement, puisque Kieffer a été blessé, donc c'est lui qui s'est emparé du casino de Ouistreham. Donc là on est vraiment dans la petite et la grande histoire, en étant avec Hubert Faure, tu as peut-être entendu parler, personnalité vraiment remarquable. Voilà. Alors, ce qui se passe en Dordogne au moment du débarquement, les Alliés vont avoir besoin, pour que le débarquement puisse réussir, il faut que leurs objectifs soient atteints. Et donc, si le débarquement réussit, les Alliés peuvent envisager une victoire sur l'Allemagne nazie dans les mois à venir, voire peut-être l'année à venir. Par contre, si les Allemands les rejettent à la mer, les Alliés n'ont pas prévu de pouvoir préparer tellement l'ampleur du débarquement de l'initiative prévue. S'ils sont rejetés à la mer, ils ne pourront pas envisager de redébarquer en Europe avant 1949, d'après leurs prévisions, alors que les troupes russes, elles, avancent de plus en plus rapidement. Il y a aussi cet enjeu en part de compte. Donc, il est demandé à la résistance française de neutraliser au maximum la remontée des troupes allemandes, notamment de la division SS Reich, qui est dans le sud-ouest avec la 11e Panzer Division, qui va intervenir à Mucilon le 11 juin. Il est demandé de les retarder, donc en neutralisant toutes les voies de communication, aussi bien les voies ferrées que les réseaux de communication traditionnels, les routes, il y a des plans verts, les plans tortues, il y a différents plans qui correspondent à ces applications qui sont reçus par les messages personnels venant de Londres. C'est les maquisards, les receptions. Voilà des documents assez remarquables d'affiches. Ce sont des affiches proclamant la 4e République en Dordogne, dans le Bergeracois, sachant que la 4e République existera réellement un an et demi plus tard. Inutile de vous dire que les Allemands sont furieux quand ils écoutent ces affiches posées alors au nez à la barbe, au nez et à la barbe voilà, des soldats. Ce qui se passe, ça se traduit donc par des opérations de sabotage des voies ferrées. Donc vous avez une locomotive Pacifique qui est la même que celle qui acheminait les milliards de la résistance en gare de Novick. Locomotive américaine Pacifique. Là, celle-là, elle est partie des environs de Douzillac. Les maquisards s'en sont emparés. Avec l'aide des cheminots, ils ont chargé de charbon au maximum la bête. Et en fait, des Mucidanais m'ont raconté avoir vu la loco passer à vide, à 120 à l'heure, 120 à l'heure en gare de Mucilon, pendant que des maquisards à Beaupouillet avaient fait sauter la voie ferrée au pont des Gabardis. Quand la loco est arrivée à vide, elle s'est littéralement envolée et encastrée. La voie n'a jamais pu être dégagée par les Allemands avant leur départ. Bon, là, cette action se situe un peu après le débarquement, au début du mois d'août. Mais inutile de vous dire que pour la dégager, il a fallu faire venir des vérins très renforcés venant du Péro,
Ah, voilà, ça a été très compliqué, vous avez des employés qui posent dessus. Voilà. Alors, c'est l'insurrection, c'est vraiment l'insurrection généralisée en Dordogne au moment du débarquement. Par exemple, quand je suis allé aux archives départementales, on trouve des comptes rendus d'époque disant que, par exemple, entre Mussidan et Bergerac, il y a un arbre coupé tous les 100 à 200 mètres, coupé par explosif ou à la scie. Ce qui fait que pour la résistance, ça forme un glacis qui les protège des intrusions des Allemands. Et en même temps, ça isole les Allemands des rares garnisons dans lesquelles ils sont présents, c'est-à-dire en Dordogne et à Périgueux, Bergerac, et il y a une garnison qui d'ailleurs peut jouer un rôle dans l'attaque du train de Neuvic si elle est opérationnelle. Il y a une compagnie de la Luftwaffe, donc de l'armée de l'air allemande, qui est présente à Saint-Astier, puisqu'elle procède à la surveillance de l'usine d'assemblage de pièces d'avion Vogt-Wolf dans les carrières souterraines. Et elle a une petite garnison autour de la mairie. J'ai acquis une photo d'eux il n'y a pas longtemps sur eBay Allemagne, il y a un mois, les représentants à Saint-Astier. Voilà, ce sont les trois grandes garnisons, mais c'est surtout Périgueux et Bergerac. Le 11 juin 1944, les maquisards du Mussidanais passent à l'action. Ça, c'est un dessin fait par un des protagonistes de l'attaque, représentant donc l'attaque de Mussidan et de ce train de sécurité allemand que l'armée allemande avait mis en place entre Saint-Astier et Montpont, avec pour mission de surveiller régulièrement la voie pour justement la préserver des attaques à l'explosif, pour que les Allemands de Saint-Astier puissent continuer à acheminer leurs pièces d'avion nécessaires à la conduite de la guerre en fait. Voilà tout ce qui se passe en Dordogne à ce moment-là. Alors, là, je vais vous montrer donc, ça c'est un responsable de la résistance qui contrôle plusieurs départements. C'est le lieutenant-colonel Martial, son nom on va le revenir peut-être plus tard. Il va jouer un rôle prépondérant dans l'organisation de l'attaque du train de Neuvic. Voici ici, il y a beaucoup de barrettes, on va dire, de grades. Et alors oui, effectivement, au moment du 6 juin 1944, les structures de Vichy, il faut imaginer un nombre considérable de jeunes périgourdins et moins jeunes aussi, qui affluent par milliers dans les maquis. Ils veulent participer à la libération, rejoindre... Avant, les groupes de maquisards commençaient à être nombreux, mais rien à voir avec l'afflux du 6 juin 1944. Là, c'est vraiment les gens qui arrivent par village entier et veulent participer à la libération du territoire. Et ils sont persuadés que la libération, avec le débarquement qui est en train de s'opérer, que le débarquement n'est qu'une question de semaines, pas plus. Or, en réalité, il va se dérouler entre le 6 juin 1944 et le 25 août, vous voyez, 2 mois et demi facile entre le débarquement et la libération. Et pendant ce temps-là, le 6 juin 1944, les structures du gouvernement de Vichy s'effondrent littéralement. Et le préfet Popinot a été menacé de mort, juste tout prudent de disparaître dans la nature quand il apprend le débarquement. Et donc il va y avoir une période de latence. Et si je vous montre cette photo, c'est parce que c'est la seule photo qu'on connaisse du sous-préfet de Bergerac, Eugène Callard. Le voici ici lors d'une manifestation patriotique à Bergerac. Et Eugène Callard était notoirement connu par la résistance comme étant un de ses plus fermes opposants. Et Callard n'a pas hésité à faire fusiller plusieurs chefs de maquis FTP qui ont été arrêtés. Il les a fait fusiller. Donc inutile de dire qu'il était recherché par la résistance le moment venu. Et Eugène Callard va être nommé par Vichy, en pleine déliquescence, préfet de la Dordogne. Et il va mettre un certain temps à pouvoir arriver à Périgueux. Je crois qu'entre le 6 juin, il est opérationnel vers le 14-15 juin à Périgueux, mais il ne peut quasiment rien faire. La Dordogne est complètement à feu et à sang en état insurrectionnel. Et donc le voici ici. Et donc quand il arrive à Périgueux, c'est qu'il a une tâche importante et il va se produire quelque chose d'assez providentiel pour lui. C'est que lors d'une discussion, d'un rendez-vous avec le responsable de la Banque de France de Périgueux, le responsable de la Banque de France va lui dire qu'il est très très embêté parce qu'il a un convoi à faire partir de la gare, donc d'abord de la banque et ensuite à la gare, de plusieurs milliards de francs à destination qui est destiné en fait à l'armée allemande, à la Kriegsmarine, l'armée de la marine, à Bordeaux. Alors c'était pas la première fois que l'armée allemande faisait appel à des ressources, c'est qu'en fait il y avait des bombardements très puissants sur Bordeaux, et donc il y avait déjà eu 2 ou 3 transferts de fonds, les Allemands puisaient en fonction de leurs besoins. Et donc Callard apprend ça la veille ou l'avant-veille du 26 juillet,
Et donc, pour lui, c'est providentiel. Parce qu'il sait sa tête est mise à prix par les maquisards qui veulent se venger de l'exécution de deux de leurs chefs. Et donc, Calaf, c'est très bien que dans la préfecture, il a des subordonnés qui sont membres de la résistance. Donc, il fait savoir l'air de rien à ses subordonnés qu'il y a un convoi très important, une somme d'argent très importante qui va partir pour Bordeaux. Et très rapidement, ces responsables de la résistance préviennent la résistance de l'armée secrète qui est basée donc au camp de Durestal. Je ne sais pas si certains d'entre vous y sont allés. C'est un site vraiment magnifique, unique en France, vraiment unique en France, de reconstitution d'un maquis en modèle réduit, mais vraiment à l'identique, où il était vraiment à ce moment-là. C'était un groupe de l'armée secrète, il y avait environ 1000 maquisards à l'été 44, un des plus importants en fait. Et là, c'est l'armée secrète qui est là-bas. Donc en Dordogne, vous avez 3 groupes différents. Vous avez les plus représentés en effectif, c'est l'armée secrète qui est gaulliste socialiste, pour faire simple. Vous avez la deuxième formation qui est très représentée dans le Mucidanais, la double Landais et dans le nord de la Dordogne, c'est les francs-tireurs et partisans, les FTPF, qui sont donc la vitrine armée, le bras armé du Parti communiste. Et vous avez donc une troisième composante qui va être très active dans l'histoire de Novik, c'est l'organisation de résistance de l'armée, l'ORA, qui est composée, comme son nom l'indique, d'anciens militaires de carrière de la République française et ensuite du régime de Vichy, puisque les Allemands avaient autorisé le maintien d'une armée française à 100 000 hommes. Donc ces gens, quand l'armée française va être dissoute en novembre 1942, beaucoup vont rejoindre les rangs de la résistance et vont constituer des cadres très importants pour les maquis parce qu'ils ont l'expérience du combat. Donc ils encadrent les jeunes et ils vont prendre moins de risques aussi dans les embuscades, etc. Donc il va y avoir un temps très réduit pour la résistance. Ils vont avoir 1 à 2 jours pour organiser cette récupération d'argent. Pourquoi cette récupération d'argent? Alors là, vraiment, la thématique de l'attaque du train, c'est en fait le financement de la résistance. Parce qu'avec l'afflux massif de ces jeunes, qui, je vous l'ai dit, croyaient que la libération n'était qu'une question de jours, voire de semaines, il va y avoir une très très grande démoralisation entre le 6 juin et le 26 juillet. Il n'y a jamais eu autant de pertes du côté de la population, de représailles de la part des Allemands qui ont repris la main, 52 fusillés à Mucidan et j'en passe. Et aussi un manque de moyens pour alimenter tous ces jeunes qui n'ont plus de nouvelles de leur famille. Et donc les responsables disent qu'ils craignent un phénomène de banditisme généralisé, de plus vraiment maîtriser leurs hommes, surtout qu'en Dordogne, depuis déjà le mois d'octobre-novembre 1943, les vrais maquis ont fort affaire avec les faux maquis qui se font passer pour des vrais maquis, mais qui, en soi, ça c'est un sujet tabou, mais en fait il y en avait pas, il y en avait un peu partout. Sauf que les vrais maquisards, normalement, quand ils leur tombaient dessus, ils les éliminaient impitoyablement pour pas discréditer la cause de la résistance. Grosso modo, c'est comme ça que ça se passait. Et donc, il est décidé d'échafauder un plan pour récupérer cette somme providentielle et cette histoire providentielle aussi pour la résistance et pour le préfet Calaf à titre personnel. Et donc, les responsables au camp de Durestal consultent une carte d'état-major et en fait, ils regardent le tracé entre Périgueux et à Bordeaux, mais jusqu'à Montpont, on va dire. Et là, ils se rendent compte que assez rapidement, l'endroit idéal pour intercepter ce convoi, c'est la gare de Novik. Alors on a la réponse, parce que c'est le seul endroit sur le tracé où la gare n'est pas dans la ville. Voilà, donc c'est quand même assez idéal. Et donc il est décidé de procéder donc à une opération. 80 à 100 hommes vont y participer. Et donc dans la matinée du 26 juin, c'est plutôt en fin de journée, c'est en fin de journée vers 17h, 18h, le train va partir de Périgueux. Alors l'inconnu des maquisards, c'est qu'ils ne savent pas de quoi va être composé ce train. Y a-t-il des soldats allemands qui montent la garde? Ça, ils savent pas, ils savent même pas comment va être composé ce train, à quoi il va ressembler. En réalité, ça va être... Une petite question, comment se fait-il qu'il y avait une somme d'argent aussi importante à Périgueux, qui est une petite ville? Justement parce que les Allemands, à cause des gros bombardements sur Bordeaux, préféraient que cet argent soit entreposé, stocké à Périgueux. Et déjà, il y avait eu 2 à 3 transferts à peu près équivalents les mois précédents. Donc ils cuisaient en fonction de leurs besoins. Voilà la raison. Ils trouvaient que c'était moins dangereux. Ils sont trompés, mais voilà. Et donc ce train, en fait, était un train de voyageurs auquel avait été attelé ce qu'on appelle un fourgon dans le jargon de la SNCF.
Et donc c'était un train banalisé, tiré par une locomotive semblable à celle que je vous ai montrée. Et donc elle est partie vers 17h15, 17h20 de Périgueux. Et les maquisards sont arrivés à peu près à ce moment-là en gare de Levic. Gilbert Duchose, qui était un jeune employé de 17 ans, qui était toujours à Colombier-Chamier, se souvient avoir vu, donc il était dans les locaux de la gare ici, arriver donc ces maquisards. Alors une partie est arrivée là, la partie c'est en majorité les jeunes maquisards du groupe Roland, un groupe donc de l'armée secrète quasiment mythique dans l'histoire de la résistance. Ce sont des jeunes qui sont au maquis depuis la fin de l'année 43, début 44. Ils sont extrêmement formés, c'est un corps franc, on appelle ça le corps franc Roland. Et c'est dans la résistance de l'armée secrète, des jeunes qui sont chargés d'aller faire des sabotages, de récupérer de la nourriture dans les chantiers alors soit chantier de jeunesse de Vichy, soit ils ont par exemple détourné peu de temps avant, ça va avoir une importance, ils ont attaqué un train allemand pour libérer des jeunes qui avaient été arrêtés par les Allemands lors d'une opération de représailles à Journia, du côté du Bug, et ils ont attaqué frontalement en gare de La Cave. Ils ont attaqué ce train, tué 3 soldats allemands, ils ont libéré les jeunes Français, ils ont du courage quand même, ils ont libéré les jeunes Français qui les ont rejoints dans le groupe, donc c'est quand même des gens, et ils sont chargés aussi, depuis plusieurs mois, ce sont eux qui vont dans Périgueux éliminer par exemple un membre du PPF, donc c'est des gens pro-nazis, des indicateurs dangereux qui sont payés par les Allemands, etc. Je pense à un notamment, là il rentre dans Périgueux la nuit tombée, il est dans un bar accoudé en train de boire, et donc un des membres du corps franc Roland l'élimine et va trouver refuge chez Madame Dupuis, rue des Chênes. Voilà c'est le type de personnage qui est chargé de s'emparer physiquement, le corps franc. On leur fait grande confiance. Ils sont extrêmement jeunes, comme au maquis. Et voici ici, 22, 20, 22 ans. Et eux, ils sont déjà assez expérimentés. Et leur chef a quasiment le même âge qu'eux, c'est un ancien Saint-Cyrien, Roland Clé, donc le nom du groupe Roland, le voici ici, à l'entrée dans la libération de Périgueux, le 19 août 44. Voilà, il a été blessé dans une embuscade, il est blessé au genou, il est dans une voiture, il a 22 ans, 23 ans. Voilà, vous l'avez connu? Ouais. J'étais marchand de fromage. Oui, à Monton, où il est décédé d'ailleurs. Il est inhumé à Monton. J'ai passé à l'épicerie où j'habitais Saint-Laurent, et puis 2 fois par semaine, j'étais en dernier marché de Périgueux. Il était fromager, ouais. Et il est servi d'épicerie de Saint-Laurent. Ah oui, d'accord. Ah ouais, c'est ça, il est inhumé à Monton. Voilà, son fils et sa fille vivent dans le secteur. Et donc, ce sont eux donc, qui vont s'emparer physiquement du train, Et pendant ce temps-là, donc, une grande partie des maquisards se sont disposés, d'après tout ce qui a été établi, aux différents carrefours qui mènent à la gare, un petit peu plus loin, avec des fusils mitrailleurs, sachant que la problématique la plus importante pour eux, c'est la venue potentielle de ces Allemands de la Luftwaffe de Saint-Astier, qui sont à 10 minutes, un quart d'heure. C'est eux qui peuvent réagir le plus rapidement. Certains sont positionnés avec des fusils mitrailleurs à puits de pont, d'autres direction Saint-Germain, un petit peu plus loin, le groupe Paul-Henri, qui va être attaqué le lendemain par les Allemands. Et donc le train va finir par arriver. Et là, les Gandouins, celui qui dirige l'opération, voient arriver ce train et fort déçu parce qu'ils voient un train complètement banalisé. Et il dit à Raoul Christophe, donc je vais vous montrer une photo, il lui dit: je pense qu'on a été refait, ce train n'a rien à voir avec ce qu'on attend, quoi. Et il l'arrête quand même, il le neutralise. Les passagers du train se demandent. Ils ont vu 2-3 casques de FFI dépasser des buissons, ils ont perçu ça, mais ils n'ont pas vu grand chose après. Ensuite, ils ont été maintenus, ils ont été surveillés, on va dire, par les maquisards. Et en fait, le chef de train vient chuchoter aux oreilles de Gandouin, fourgon de tête. Et là, du coup, il se dirige vers le fourgon qui est attelé à la locomotive. Et là, ils ouvrent le fourgon et ils découvrent 4 inspecteurs de police. Et 2 ont été prévenus, 2 ne le sont pas, et 2 sont prévenus de ce qui allait se passer, puisqu'ils sont proches de la résistance. Et il y a 2 employés de la banque qui sont chargés d'encadrer le transport. Et là, ils découvrent 150 sacs qui représentent plus de 2 tonnes de billets. Et donc là, il est décidé, ça y est, ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient.
On peut imaginer la tension qu'il y a quand même, perceptible avec l'arrivée des Allemands, la découverte de tout ça. La plupart des hommes ne savent pas, ceux qui encadrent ce qui se passe dans l'opération et ceux dont ils sont chargés. Il est décidé de dételer donc de la locomotive ce fourgon. Alors on va y aller après, c'est parce que là on est à Londres. Et il est décidé donc de dételer le fourgon qui va être acheminé derrière la gare de marchandises. On va y aller après, c'est très intéressant parce que ça n'a pas bougé depuis le 26 juillet 1944, la structure est la même, donc on va voir où ça s'est passé. Et donc le fourgon est amené dans la gare de marchandises et il y a deux chauffeurs avec deux camions qui sont venus et qui sont chargés de conduire les camions sur lesquels vont être chargés les sacs de billets de banque. Alors voilà une scène de reconstitution. Voilà, de déchargement et de chargement des sacs de billets. Voilà. C'est vrai qu'ils avaient eu du mal pour réquisitionner aussi les camions. J'ai lu ça quelque part. Je ne crois pas. Par contre, vous allez voir, il y en a un qui va tomber en panne. C'est peut-être. Non, c'est possible. J'avais lu ça, mais je ne sais pas tout. Je ne sais pas tout, mais c'est possible. Et alors, un des responsables de l'opération, je vais en reparler, c'est Raoul Christophe, un ancien officier de l'armée d'armistice. On va en reparler parce qu'il va signer un célèbre bon de réquisition. Le voici, Raoul Christophe à la libération de la Dordogne à Brantôme avec un drapeau nazi en termes de prise de guerre. Voilà. Et donc ce chargement va avoir lieu, il va durer très longtemps, il va durer 20 à 30 minutes, le temps que les hommes du groupe Roland prennent ces sacs, ces 150 sacs, correspondant à 2, 5, 3 tonnes, je ne sais plus exactement, à tel point qu'à la gare de Mucilan, ils s'inquiètent, ils contactent leurs camarades en gare de Novic, et leurs camarades leur disent quelque chose qui peut paraître pertinent, leur disent mais on a pris un peu de retard parce qu'on est en train de charger des chaussures de l'entreprise Bata. C'était très régulier que les chaussures de l'entreprise Bata qui étaient juste à côté soient chargées effectivement dans la gare de marchandises. Donc bon, apparemment après la guerre ils ont dit qu'ils quelque chose de bizarre et il y avait vraiment beaucoup de retard et donc le chargement fait, alors je vais vous montrer les photos des deux chauffeurs, Gilbert Boissière et Roger Roger. Boissière était très connu, il est mort au début des années 2000 à Périgueux ou à Brantôme, c'était vraiment une personnalité très connue visiblement. Voilà, donc les voici tous les deux, ce sont eux qui conduisaient donc les deux véhicules, donc ils se sont mis cul au quai, là où il y a la fourgonnette blanche là, ils se sont mis voilà, c'était logique, on est à la hauteur, ou un peu plus loin, j'ai un doute sur soit cul au quai devant la gare de marchandises, ou alors ils ont avancé dans la gare de marchandises où on va aller voir. Ça on ne sait pas et on ne le saura peut-être sans doute jamais maintenant. Donc le chargement se fait et au moment de partir, le responsable de la Banque de France déjà leur dit que leur réquisition est complètement illégale puisque c'est l'argent qui appartient à l'État et donc Raoul Christophe leur dit bien que pour eux l'État de Vichy ne représente plus rien et qu'eux ils représentent la liberté. Il leur dit vous pouvez ceci dit pas partir comme ça, moi il faut une preuve de ce que vous me réquisitionnez illégalement. Et donc Raoul Christophe sort son bon de réquisition qui n'était pas le premier puisqu'il a le numéro 306. Voilà, donc ça montre bien, les vrais maquis ont des bons de réquisition qui doivent être honorés à la Libération pour rembourser toutes les personnes qui ont été prélevées, en général des sympathisants de la Résistance. Si ce ne sont pas des sympathisants de la Résistance, il n'y a pas de bon de réquisition et ils ne seront jamais remboursés. C'est comme ça qu'il fonctionnait. Et donc, délivré à M. Banque de France, succursale de Bordeaux, nature de l'objet requis, coupure de 150 sacs, valeur approximative 2 280 millions et 1500 francs. Alors, pourquoi c'est 1500 francs? C'est parce que on imagine bien le côté pointilleux des employés de la Banque de France et du responsable qui leur dit attendez, il faut aussi que vous comptiez dans la réquisition le prix des sacs en toile de jute à raison de 10 francs par sac pour les 150. Donc Raoul Christophe rajoute 1500 francs. Donc ça donne une somme assez difficile à prononcer puisque c'est 2 280 millions et 1500 francs quoi. Je ne sais pas comment le prononcer, du coup c'est compliqué. Et voilà, avec catégorie du requis, 26 juillet 44, date et signature, cri-cri, nom de maquisard de Raoul Christophe. Voilà, et donc les maquisards partent une fois que le bon de réquisition est signé, que tout est chargé, ils s'élancent de la cour. Gilbert
Duchose raconte que quand les maquisards sont partis en trombe, il leur a dit en criant « Vous avez perdu un sac », et donc un camion s'arrête, et effectivement il y a un sac au milieu de la place là, et donc un maquisard sort et remet un des sacs, les fameux sacs donc sur le camion, et ils partent. Alors là, c'est juste pour l'anecdote, un des deux chauffeurs, Boissière, avait affiché, ça vient d'un tableau, c'est Jean Bonnefond, journaliste, musicien très connu en Dordogne, qui m'a confié ce document. C'est Gilbert Boissière qui lui a offert à la fin de sa vie. Gilbert Boissière avait ça encadré chez lui dans son salon, et c'est en fait ce que je vous ai montré tout à l'heure, qui vient de la Banque de France, dont il avait été partie prenante, puisqu'il était un des deux chauffeurs. Voilà. Et donc, la problématique pour les maquisards, c'est que quand il faut qu'ils reviennent au camp de Durestal, pour ceux qui y sont allés, ça fait 45 minutes à peu près d'ici, c'est très long, à une époque où les colonnes allemandes sillonnent en permanence les routes pour lutter contre les maquisards et contre la population. Le plus grand danger, c'est de passer à Neuvic sur la nationale 89, où les convois passent en permanence, une estafette regarde à gauche et à droite, personne, tout le convoi de 80-100 hommes part. Arrivé après Manzac, un des deux camions va tomber en panne. Et il est décidé, les deux camions sont déjà très lourdement chargés, et il est décidé, pas le choix, d'abandonner le premier camion le temps qu'il soit réparé par le chauffeur et son compagnon. Et donc il est procédé au chargement complet du deuxième camion qui va donc recueillir l'ensemble des sacs, donc 3 tonnes, qui est donc très lourdement chargé. Et donc les maquisards vont arriver au camp de Durestal sans encombre, sous un orage phénoménal. Les camions ne peuvent pas monter jusqu'au poste de commandement, et donc les maquisards vont faire une noria avec leurs sacs et pour les emmener au poste de commandement du maquis. Et alors les hommes sont fatigués de leur journée, tous ont refusé d'avoir une solde ou quoi que ce soit pour participer à cette opération. Et donc le groupe Roland s'était emparé un mois et demi plus tôt d'un wagon en gare de Marsac, de la cave, d'un wagon rempli de boîtes de sardines. Et donc les hommes en récompense ont eu une boîte de sardines de plus à minuit avec un verre de vin. Et c'est pour ça qu'Hervé Bruno, qui était là ce matin, a écrit un roman qui s'appelle De l'or et des sardines. Parce qu'il y a vraiment un contraste entre l'ensemble de la somme et la rémunération en sardines qui leur a été faite. Et pour la petite histoire, quand vous allez au camp de Durestal, je connais des gens qui font de la reconstitution comme eux. Sur le site, il n'est pas rare de croiser encore des boîtes de sardines de l'époque en fait, parce qu'il y en a eu des quantités phénoménales, ils en ont mangé pendant 3 semaines sans discontinuer. Ah on ne sait jamais. A priori non. Et alors, il existe une photo, j'essaye d'en retrouver d'autres actuellement. Il existe une photo prise au camp représentant Cricri, Raoul Christophe en train de poser au sommet d'une partie de ces énormes sacs de billets. Vous voyez les sacs, c'est des sacs d'une taille considérable. Et voici donc des billets dont j'ai la photocopie, mais qui sont des photocopies de billets qui viennent de Neuvic. Voilà. Parce que certains ont gardé les billets en souvenir. Pas que, mais en souvenir aussi. Voilà. Ça se collait un peu. Ouais, voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand... ça, c'est de l'autre côté. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, quand les maquisards se sont retrouvés avec cette somme d'argent considérable, ils ont décidé de ne pas conserver l'intégralité de ces fonds et de les diviser. On peut comprendre, comme ça, si les Allemands les récupéraient, ils en récupéraient qu'une partie. Donc, il a été décidé de confier les fonds à toutes les familles amies. Et ce qui a été fait. Et Maurice Châtelain, un des membres du groupe Roland avec qui j'avais discuté en 2004, m'avait raconté que quand il a fallu récupérer les sommes prêtées aux familles amies, certains avaient oublié où est-ce qu'ils avaient bien pu ranger cet argent. Et donc lui c'était en plus on va dire le tueur du groupe. J'ai regardé un peu des bases œuvres et donc il m'avait raconté il m'avait raconté qu'à plusieurs reprises, il avait fallu qu'il sorte son revolver pour que les gens se rappellent, quoi. Voilà. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'en recomptant un des exemples de manquants, en recomptant les liasses de billets, il y avait parfois des manquants dans les liasses. Voilà, régulièrement, on va dire. Comme ça se voyait pas trop. Puis il était un peu tard pour demander. Enfin voilà. Alors ensuite, cet argent, c'est le financement de la résistance, je vous ai parlé. Il a permis à subvenir aux besoins de la résistance sur l'équivalent d'un quart de la France quasiment. Parce que les maquis avaient besoin de tout. Ils avaient besoin de payer leur nourriture pour éviter les vols ou les réquisitions désagréables.
Et par exemple, les journaux de la Libération, ensuite, comme alors les services de santé de la Résistance, etc., mais aussi les journaux issus de la Résistance, comme Sud-Ouest et la Dordogne Libre, ont été financés avec de l'argent du train de Novik. Alors après, il y a énormément d'argent qui a quitté la Dordogne et qui a transité vers des maquis de Haute-Vienne et de Corrèze. On en a le détail, une partie du détail, dans ce qui a été tenu à jour par le trésorier payeur des FFI. Mais la liste est très largement incomplète. Il y a une certaine porosité, on va dire, entre le début et la fin. Il y a vraisemblablement des gens, y compris dans les milieux de la Résistance, qui ont pu capter un peu de cet argent, même si 80 à 90% a, semble-t-il, vraiment bénéficié à la Résistance. Mais on a des choses complètement incompréhensibles, comme par exemple une somme de 4 millions de francs versée pour la libération d'un certain colonel Berger, qui n'est ni plus ni moins que l'écrivain André Malraux. Et André Malraux avait été fait prisonnier par les Allemands sur le poste de Brama dans le Lot, à peu près à la même époque, vers le 26 juillet 1944. Et donc il avait été prévu de verser une très forte somme d'argent pour soudoyer ses gardiens. Sauf que Malraux avait des relations importantes avec Otto Abetz depuis avant la guerre, qui était un responsable important allemand à Paris. Mais quand Malraux a été arrêté, il avait une lettre de recommandation d'Otto Abetz pour lui dire de ne pas lui faire de mal si jamais il était arrêté. Et en fait, Malraux finalement a été relâché dans d'autres circonstances, mais cet argent a été versé et on ne sait pas du coup qui en a bénéficié, puisqu'il a été libéré avant. Donc on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Il y a plein de mystères comme ça. Il avait séjourné en Dordogne, Malraux. Oui, ben justement, il avait inspecté le camp de Durestal et la naissance de la brigade, la fameuse mythique brigade Alsace-Lorraine, c'est en fait l'inspection à Durestal, pour ceux qui connaissent, du camp dirigé par Ancel, Antoine Dieller, un instituteur alsacien qui avait rejoint le maquis donc au printemps 44. Et donc à l'époque, Malraux se fait passer pour un chef de la Résistance, mais il n'a aucune armée. Et personne n'accepte de rentrer sous ses ordres. Et finalement, Ancel va accepter. Et donc, la naissance de la brigade Alsace-Lorraine, c'est les voix du maquis de Durestal. Voilà. Après, ils s'en servent beaucoup en termes de représentation politique, quand même. Ah, mais quelqu'un de votre famille? Oui. D'accord, donc c'est la brigade Alsace-Lorraine. Et voilà ce que je peux vous dire. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? Oui, l'histoire, on va quand même... on va continuer. J'ai juste 2-3 minutes de plus, mais je pense que ça vaut le coup qu'on aille à la gare de marchandises. Oui. La légende veut que... Ouais. Vous venez de dire qu'effectivement il y a... Alors, la légende, elle s'appuie sur un fond de réalité, mais elle a été largement... Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il y a toujours une légende qui dit qu'il y a un ou deux sacs qui sont tombés du camion pendant le transfert. Ça, c'est pas vraiment avéré. Par contre, le fait que certaines personnes aient capté d'une certaine manière, à certains niveaux, aussi bien le petit billet dans l'alias que beaucoup plus important, a prêté le flanc à ces rumeurs d'enrichissement qui dépassent largement le cadre de la vallée de la Dordogne. On le retrouve dans des villages dans le Lot-et-Garonne. On dit par exemple, voilà, le voisin, on entend vraiment très souvent ce récit qui est un peu prototypique en fait. Et en fait, ouais, tout à fait. C'est toujours la même mécanique du récit. Et par exemple, j'ai l'exemple d'un ancien maquisard que je connaissais très bien à Mucilon, qui s'appelait Maurice Benoît, qui n'était pas du tout dans l'armée secrète, mais dans les FPP dans la ville, ils n'ont pas du tout participé à l'opération. Et après la guerre, dans les années 70, il me disait que quand il était au marché de Mucilon, il y avait des gens derrière son dos qui l'entendaient. Il disait tiens, regarde Benoît, il a une nouvelle voiture, c'est le train de Novik. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un des chefs de groupe de l'opération, ici, qui s'appelait Roger Denois. C'était un chef de groupe, Roger Denois, de l'armée secrète. Vous voyez comment, des fois, l'amalgame s'est fait sur des gens qui n'ont rien à voir. Après, il faut savoir qu'il y a eu des sources d'enrichissement pendant la guerre, en Dordogne, basées sur plusieurs choses. Quand vous êtes dans le secteur de la ligne de démarcation, donc sur le Vent-Saint, la Roche-Beaucourt, le Ribéracois, la Double, jusqu'à Monton-Castillon, là, en fait, il y a des gens qui, effectivement, ont vraisemblablement bénéficié du passage, notamment des joues, mais pas que, en se faisant payer. Donc, des fois, ils ont pu récupérer des bijoux, de l'argent, constituer des fortunes. Après, vous avez aussi le marché noir. Le marché noir était source de profits considérables que la résistance essayait de réprimer, si possible. Et vous avez aussi
des plus ou moins faux vrais maquisards qui ont profité de leur passage dans le maquis pour s'enrichir à titre personnel. Donc en fait, il y a une multiplicité de possibilités de s'enrichir pendant la guerre. On a un exemple très connu en Dordogne avec le fameux double maître qui en fait était un commissaire politique chargé de l'épuration, mais qui en a profité à Périgueux où il était en charge de l'épuration pour faire liquider les gens, pour récupérer leurs biens et disposer de moyens considérables et d'appartements parisiens à la fin de sa vie à Paris. Donc vraiment, mais il y a eu une vraie, à partir de sans doute de possibilités d'enrichissement que je ne dis pas, mais ça a été largement déformé en fait. Voilà ce que je voulais dire. Et on va voir la gare de marchandises. Ça vaut le coup. Voilà. C'est là, du coup, la visite est presque finie. Hein. C'est vraiment pour le plaisir de voir l'endroit. Voilà. Ouais, c'est